Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. Dans les années 90, comme beaucoup de cinéastes de sa génération, Jonathan Glazer s'était fait la main en réalisant des publicités et des clips musicaux avant de devenir réalisateur de longs métrages dès l'an 2000 avec Sexy Beast, suivi en 2004 de Birth et en 2013 d'Under the Skin. Il est toujours périlleux de s'avancer à une telle comparaison, mais comme elle n'est pas de moi, je peux m'en faire l'écho plus tranquillement. Beaucoup se demandent si Jonathan Glazer ne serait pas le nouveau Stanley Kubrick. Il est vrai que les points communs qui rassemblent les deux cinéastes sont assez nombreux, comme le fait que chacun de leurs films ait des genres et des univers fictionnels très différents. Ce sont aussi, c'est assez notable, deux réalisateurs qui prennent leur temps pour faire des films. Ce n'est que le 4e long métrage de Jonathan Glazer en 25 ans de carrière. Et dès le début de La Zone d'intérêt, un autre aspect renforce le lien entre Stanley Kubrick et Jonathan Glazer, l'ouverture en musique sur écran noir pendant près de 3 minutes. Alors, ne sortez pas de la salle en pensant qu'il y a un problème. De la même manière que dans 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est tout à fait normal. Cette ouverture, que l'autrice Adrienne Bernard appelait, dans un article en 2018, je la cite, un pont entre le monde réel et le monde fictionnel, était une tradition dans les films hollywoodiens classiques qui s'est depuis perdue. Dans La Zone d'intérêt, vous le verrez, Jonathan Glazer porte, comme c'était le cas de Stanley Kubrick, un grand soin à l'aspect formel, notamment par l'usage de nombreux travelling latéraux qui servent à délimiter l'espace de la fiction, la fameuse zone d'intérêt du titre, cette zone de 40 km² entourant le camp d'Auschwitz. La zone d'intérêt, c'est aussi le titre d'un roman de Martin Amis paru en 2016, dont Jonathan Glazer s'est inspiré, tout en se détachant du texte d'origine, qui était volontairement fictionnel, en préférant un réalisme plus marqué. Cette volonté de réalisme de Jonathan Glazer, elle s'illustre d'abord dans le choix d'utiliser les véritables noms des protagonistes, et non pas des pseudos. Paul Dole, le commandant du camp 4Z1 dans le roman, redevient Rudolf Höss, le véritable commandant d'Auschwitz. Ce dernier avait d'ailleurs publié ses mémoires Le commandant d'Auschwitz parle, peu avant sa mort, en 1947, un livre réinventé ensuite quelques années plus tard, en 1952, par l'écrivain français Robert Merle, sous le titre La mort est mon métier. Le réalisme dans La Zone d'intérêt, c'est aussi la volonté de tourner sur les lieux de l'action. Vous vous en doutez, il était assez difficile d'utiliser la véritable maison de Rudolf Höss, qui existe encore, mais Jonathan Glazer, ne souhaitant tourner son film n'importe où ailleurs, a investi une maison similaire à 200 mètres de là. Le réalisme, c'est aussi bien évidemment l'emploi d'acteurs et d'actrices allemandes. Et enfin, ce réalisme, il est poussé à l'extrême par le réalisateur qui a tourné un certain nombre de séquences en temps réel à l'aide d'une multitude de caméras. Pour mieux mettre en scène la vie quotidienne dans cette maison, Jonathan Glazer a utilisé un dispositif qui ressemble à s'y méprendre aux téléréalités d'enfermement des années 2000, comme Love Story ou Big Brother dans le monde anglo-saxon. Je vous le disais il y a quelques minutes, la zone d'intérêt, c'est une surface de 40 km² entourant le camp d'Auschwitz. Tout le monde connaît Auschwitz, ou plutôt, tout le monde croit connaître Auschwitz, que ce soit par ses souvenirs de cours d'histoire, par des livres lus ou des films vus. Par exemple, quand on vous dit Auschwitz, vous penserez certainement en premier à ce bâtiment et ses voies ferrées, qui sont l'entrée du camp de Auschwitz-Birkenau, aussi appelé Auschwitz II, le camp d'extermination ou centre de mise à mort. L'action de la zone d'intérêt ne se déroule pas à Birkenau, mais à 2 km de là, dans le camp d'Auschwitz I, le camp originel, qui fut d'abord un camp de concentration et dont la construction débuta en 1940, en copie de modèles existants depuis 1933, un peu partout en Allemagne et en Pologne occupée. Et pour être complet, sachez qu'il existe aussi un Auschwitz III, Auschwitz-Monowitz, un camp de travail géant à quelques kilomètres des premiers. Ce qui a fait de Auschwitz et de ces 3 camps confondus un lieu de mémoire européen, c'est justement le fait d'avoir ces différentes fonctions: concentration, travail et extermination. La plupart des autres camps n'avaient en fait qu'une seule fonction. Ainsi, pour des camps qui n'étaient que des centres de mise à mort, comme Treblinka ou Sobibor, il n'y a pas eu de survivants et donc pas de mémoire. C'est ce qui explique les plus nombreuses représentations d'Auschwitz par rapport aux autres camps. Le cinéma et la littérature ont aussi construit une représentation des criminels nazis comme des personnes déviantes, anormales, voire même monstrueuses. Hitler étant montré le plus souvent comme fou et hystérique, Goebbels comme boiteux et mensonger, et Göring comme morphinomane et obèse. A l'inverse, en 1963, Hannah Arendt avait développé son concept de banalité du mal, lors du procès d'Adolf Eichmann, un haut dignitaire nazi, que la philosophe germano-américaine avait alors décrit, non pas comme un bourreau sanguinaire,
mais comme un fonctionnaire normal qui avait fait le mal. La force du film de Jonathan Glazer, c'est de vous présenter une image encore plus complexe de toutes les représentations des hauts dignitaires nazis que vous avez déjà vues, mais aussi de vous questionner sur ce qui est derrière la barrière de notre jardin, et sur lequel parfois nous fermons les yeux. Parviendrez-vous pour autant à fermer les oreilles? C'est justement grâce à tout ce que vous connaissez déjà sur le génocide des Juifs d'Europe que le hors-champ du film résonnera en vous peut-être encore plus violemment que ce que vous verrez réellement à l'écran. Vous en savez désormais un peu plus sur La Zone d'intérêt, un film que je vous laisse découvrir tout de suite. Un grand merci à Nicolas Patin, historien, spécialiste de l'histoire du nazisme, pour son éclairage historique. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.